Parmi toutes les affaires d'OVNI recensées à travers le monde, beaucoup restent inexpliquées. Et si elles sont imputables à une civilisation extraterrestre, qu'est-ce qui la pousserait à venir sur Terre en particulier? La plupart des gens pensent que leurs intentions sont pacifiques. Mais certains experts estiment qu'ils peuvent avoir de bien plus noirs desseins. La Terre est riche en ressources naturelles comme l'eau et les minéraux. Les extraterrestres cherchent peut-être à se les approprier, comme les conquistadors après la découverte de l'Amérique. Viennent-ils nous voler nos richesses? Si c'est le cas, jusqu'où sont-ils prêts à aller? Suivez-nous dans cette enquête sur les vraies motivations des extraterrestres. Dans cet épisode d'Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Nous sommes dans le désert de Gobi, sur le site de lancement de Yuquan, le 16 juin 2012. Lui Yang s'apprête à devenir la première taïkonaute. Mais les autorités chinoises comptent aller bien plus loin que l'orbite terrestre. Leur projet spatial est bien plus ambitieux. Leur objectif, une mission habitée sur la Lune avant l'année 2020. Selon certains experts, la Chine espérerait pouvoir établir des mines pour exploiter les richesses naturelles de notre satellite. Mais d'autres pensent qu'en se posant sur le sol lunaire, les Chinois auront la surprise de découvrir qu'ils n'ont pas été les premiers à avoir cette idée. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. En 1961, John Kennedy déclare au monde son intention d'envoyer un homme sur la Lune. Au premier abord, il semble que sa volonté soit simplement de disputer la course à l'espace avec son grand rival, l'URSS. Mais on raconte déjà que les États-Unis sont en train de faire face à un autre ennemi bien plus puissant et menaçant que les Soviétiques. Les services de renseignement américains estiment depuis les années 50 qu'il pourrait y avoir des bases extraterrestres sur la Lune. En fait, la motivation de cette course à l'espace était essentiellement de pouvoir se rendre sur le sol lunaire pour découvrir ce qui s'y cachait et l'éventuelle présence d'une technologie. Pourquoi des extraterrestres voudraient-ils s'établir sur un petit satellite sans vie et si près de la Terre? Parce qu'on y trouve des richesses naturelles faciles à récolter. La plus précieuse d'entre elles est une substance invisible qui pourrait changer le destin de la Terre. L'hélium-3 est un isotope produit par le plus grand réacteur à fusion nucléaire que nous connaissons, le Soleil. Il est libéré dans l'espace et poussé par les vents solaires à travers tout notre système et même au-delà. L'atmosphère terrestre l'empêche d'atteindre la surface de la Terre. En revanche, la Lune n'ayant pas d'atmosphère, son sol est bombardé depuis des milliards d'années par l'hélium-3. Beaucoup de scientifiques pensent que cette substance pourrait alimenter nos futurs réacteurs à fusion et représenter une source d'énergie propre, contrairement aux réacteurs à fission actuels. Cet isotope pourrait même rendre enfin possible l'exploration de l'espace interstellaire. Seulement voilà, si les extraterrestres maîtrisaient déjà cette technologie, notre Lune aurait très bien pu devenir pour eux une source d'approvisionnement de premier choix. Dossier déclassifié, les images manquantes de la Lune. La mission Apollo 11 exauce enfin le rêve de Kennedy. Le monde entier connaît ces images. Mais pendant 2 minutes, la transmission a été coupée.
La réception des images depuis la Lune a été interrompue pendant 2 minutes. Beaucoup de gens se sont demandé ce qui avait pu se passer dans ce laps de temps. Certains témoins disent avoir intercepté des messages radio dans lesquels l'équipage annonçait avoir vu 2 ovnis les survoler et avoir découvert des infrastructures sur la Lune. Pour la NASA, cette interruption était due à la surchauffe d'une caméra. Des copies des images de la mission ont été réalisées par la suite. Mais en 2009, un rapport indique que ces copies n'ont jamais été retrouvées. Neil Armstrong et Buzz Aldrin seraient-ils tombés sur une mine extraterrestre? La Lune serait-elle une sorte de station-service interstellaire? Et notre retour sur le sol de notre satellite ne risque-t-il pas de déclencher une guerre interplanétaire pour le contrôle de l'hélium-3? Beaucoup d'experts pensent que les extraterrestres sont venus sur Terre pour exploiter ces ressources naturelles. Certains estiment même qu'ils pourraient utiliser la Lune comme source d'approvisionnement. Certains indices permettent de penser que le sol lunaire n'est pas le seul qui les intéresse. Nous sommes en 1971 à Karnes City, au Texas, en pleine nuit, au plus profond de la mine d'uranium à ciel ouvert de Conoco. Tout à coup, des lumières aveuglantes apparaissent dans les airs, accompagnées d'un sifflement aigu. Au bout de quelques minutes, les lumières s'atténuent et les témoins distinguent clairement un gigantesque ovni. Il s'élève doucement et disparaît soudainement dans le ciel. Dans un premier temps, personne ne croit les 6 témoins de la scène. Mais un phénomène étrange s'est produit. Sur un rayon de 80 mètres, l'uranium de la mine s'est transformé en substance calcaire et a perdu sa radioactivité. L'OVNI de Karnes City s'en serait-il pris à l'uranium? Si oui, pourquoi et surtout comment un faisceau de lumière a pu neutraliser sa radioactivité? Ces questions sont sans réponse. D'ailleurs, il semble que ce ne soit pas la première fois que des extraterrestres s'intéressent à la radioactivité. 4 ans plus tôt, un autre incident est survenu, mettant cette fois en péril la sécurité nationale. Dossier déclassifié, l'incident de la base de Malmstrom. 1967, base aérienne de Malmstrom, dans le Montana. L'installation abrite plusieurs missiles balistiques intercontinentaux. C'est l'un des maillons de la dissuasion nucléaire de la guerre froide. Ces missiles sont armés et en permanence parés au lancement. Le capitaine Robert Salas était de quart ce matin du 16 mars. 46 ans plus tard, il est entendu comme témoin par la commission de déclassification des dossiers. Nous étions de service au centre de contrôle de lancement Oscar, un bunker en béton situé à 20 mètres sous terre. Nous disposions d'un arsenal de 10 missiles nucléaires Minutemen. Il faut savoir que la mise à feu de ces missiles ne pouvait être opérée qu'à partir de notre centre de contrôle. Il est strictement impossible que leur mise à feu puisse être contrôlée de l'extérieur. 2 gardes disent avoir vu une étoile filante volant de façon étrange. Quelques secondes plus tard, une autre apparaît. Les 2 hommes les observent alors qu'elle semble s'approcher de la base. Ils alertent alors le capitaine Salas. Ce qu'ils verront ensuite va leur glacer le sang. Un grand objet de forme ovale flottait face à l'entrée de la base. Il émettait une sorte de lumière rouge pulsatile et mesurait dans les 15 mètres de diamètre. C'est l'alerte maximale. Qu'est-ce que cet aéronef fait ici? Est-ce un prototype militaire russe? C'est alors que survient un phénomène inexplicable. Au moment où j'appelais mon supérieur, nos missiles ont été désactivés. L'objet était en vol stationnaire et tous nos écrans se sont mis en veille. Le capitaine redoute le pire. D'autres sites de lancement sont-ils concernés? L'Amérique est-elle sans défense? Et soudain,
Aussi vite que l'OVNI est apparu, il se volatilise à l'horizon. L'enquête qui va suivre va poser plus de questions qu'elle n'apportera de réponses. Selon un rapport déclassifié sur l'incident, les rumeurs selon lesquelles des objets volants non identifiés auraient survolé la base sont infondées. Une affirmation que le capitaine réfute. Le rapport mentionne également qu'il n'y a eu aucun incident particulier dans la salle de commande. Le système se serait interrompu sans raison apparente. Comment 10 missiles atomiques peuvent-ils être désactivés sans raison apparente? La raison invoquée était une panne informatique. Cette perspective ne me rassure pas. Je ne suis pas sûr de croire à cette version. Nous avons recueilli plusieurs témoignages de civils et de militaires ayant vu un objet voler dans le ciel au moment de la panne. L'enquête est toujours ouverte. D'autres incidents se produisent encore. Selon le capitaine, le danger est réel et probablement incontrôlable. Ces êtres savent parfaitement comment fonctionnent nos missiles. Ils peuvent les désactiver à tout moment. Ils l'ont prouvé. Si cette information était révélée au public, cela reviendrait à avouer que nous serions totalement impuissants en cas d'attaque par ces choses. Pourquoi des ovnis se seraient-ils intéressés à des missiles atomiques, puis à une mine d'uranium à quelques années d'intervalle? Les deux incidents sont-ils liés? Des extraterrestres auraient-ils découvert la puissance de l'uranium à Malmstrom avant de s'en approprier par la suite? Les gisements d'uranium sur Terre seraient-ils devenus une source d'énergie pour les ovnis? Quoi d'autre pourrait attirer la convoitise des extraterrestres? Certains éléments indiquent que les extraterrestres pourraient s'intéresser à nos ressources les plus précieuses. La Terre est riche en oxygène et en eau liquide, deux éléments très rares dans notre système solaire, et même dans le reste de l'univers connu. Mais on trouve sur notre planète quelque chose d'encore plus rare. D'après certains experts, ce serait même l'une des choses les plus rares qui puissent être. En 1961, Frank Drake, un radioastronome, scanne la galaxie à la recherche d'un signal indiquant la présence d'autres civilisations. Il imagine une équation permettant d'estimer leur nombre à travers toute la Voie lactée. L'équation prend en compte 7 facteurs, parmi lesquels le nombre d'étoiles associées à des planètes, le nombre de planètes habitables, et même l'estimation de la durée de vie d'une civilisation développée avant son extinction, qu'elle soit de cause naturelle ou artificielle. C'est l'équation de Drake. En 1980, un astronome renommé, Carl Sagan, s'est basé sur cette équation pour établir qu'il pouvait y avoir eu, à un moment donné, jusqu'à 10 civilisations développées dans la Voie lactée. Si l'on considère que notre galaxie compte 300 milliards de systèmes solaires et qu'elle s'étend sur plus de 100 000 années-lumière, cela fait de l'intelligence l'une des ressources les plus rares qui puissent être dans toute la Voie lactée, voire à travers tout l'univers. Une civilisation ne peut survivre sans une intelligence collective en perpétuelle évolution. Serait-il possible que les extraterrestres viennent pour puiser dans notre intelligence et l'exploiter à leur bénéfice? Dossier déclassifié, Ted Davenport. Nous sommes à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, en 1975. Ted Davenport, 16 ans, entreprend de faire une randonnée dans la montagne. Il se sent attiré comme par une force irrésistible. En chemin, l'adolescent a le sentiment d'être en permanence observé. Pendant la nuit, il se sent poussé à sortir de sa tente. Il tombe alors nez à nez avec un groupe d'humanoïdes de petite taille et perd connaissance.
Le lendemain matin, il se réveille à côté de son feu de camp, encore fumant, sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Il a très mal à la tête et sent une boule juste derrière son oreille gauche. Il rentre chez lui. 5 ans plus tard, il s'engage dans la Navy. Blessé au combat, il est évacué en urgence à l'hôpital pour être soigné. Une radiographie du crâne révèle la présence d'un corps étranger dans sa tête. Ted Davenport est persuadé qu'il s'agit d'un implant posé par des extraterrestres. Mais alors qu'ils auraient pu intervenir, les médecins refusent de le lui enlever. Selon le jeune homme, cet implant aurait eu la faculté de le contrôler, lui, mais aussi les chirurgiens qui voulaient l'opérer. La nature de ce corps étranger reste un mystère. Comme Ted Davenport, des centaines d'hommes et de femmes affirment avoir été enlevés et opérés par des extraterrestres, de façon plus ou moins invasive. Beaucoup de victimes d'enlèvement disent qu'on leur a enfoncé une sonde dans le nez et auraient entendu un craquement. Or, il se trouve que dans la cavité nasale, à la base du cerveau, il y a un os que l'on appelle l'ethmoïde. Il est constitué de 2 plaques à coller séparées par une plaque. Si vous transpercez une de ces plaques, vous arrivez à la base du cerveau. Pourquoi des extraterrestres chercheraient à placer des implants sur des humains? Pour étudier notre cerveau, puiser dans notre intelligence pour mieux la comprendre? Ou peut-être cherchent-ils à prélever des échantillons pour les intégrer à leur propre physiologie? Leurs intentions pourraient même être encore pires. Chaque année, des milliers de personnes disparaissent sans laisser de traces. Et si elles avaient été enlevées, quel serait alors leur sort? Des êtres d'un autre monde les utilisent-elles comme cobayes pour assurer leur survie? La Terre serait-elle une sorte de ferme à intelligence? Si vraiment les extraterrestres puisent dans notre intelligence, depuis combien de temps le font-ils? Notre civilisation finira par s'éteindre. Elle a déjà près de 12 000 ans, mais nous savons que d'autres civilisations ont existé avant la nôtre. Nous pouvons donc considérer que ce n'est pas la première fois que les extraterrestres nous rendent visite. Beaucoup d'experts pensent que des extraterrestres nous ont aidés à fonder notre civilisation. L'auraient-ils fait pour pouvoir venir puiser notre intelligence ensuite? Et si c'est le cas, y a-t-il quelque chose à faire pour échapper à leur contrôle? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.